Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, docteur Philippe Boulson. Bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous ce soir à Amiens, à la librairie Martel. C'est vraiment un grand honneur de te recevoir à nouveau chez nous. Tu étais venu en juin 2024, la dernière fois. Oui, il faisait chaud. Oui, il faisait chaud. Mais là, il fait bon aussi avec toutes ces personnes autour de nous. C'est très agréable. Ouais. C'est ça. Donc, tu es médecin légiste depuis 30 ans, tu enseignes la médecine légale depuis 20 ans et tu es auteur depuis environ 4 ans. Donc, je te remercie infiniment d'être présent avec nous. Aujourd'hui, tu nous présentes ton 4e ouvrage, La mort, c'est ma vie, qui est paru aux éditions Kennes le 27 août dernier. Tout d'abord, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ton métier, parce qu'il me semble qu'un médecin légiste, ça ne voit pas que des cadavres. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ça? Oui. On voit 80% de vivants, en fait. On ne voit pas que des morts. Hein. Mais on ne peut pas déontologiquement parler de ce que l'on voit à propos des vivants dans un bouquin. En tout cas, en Belgique, on ne peut pas. En France, vous pouvez, visiblement, puisqu'il y a un médecin légiste français qui l'a fait il n'y a pas longtemps, en parlant d'histoires de viol et de toutes sortes de choses qu'il voyait dans sa pratique de médecin légiste. Effectivement, bon, nous, on ne peut pas. Donc, on ne peut parler que des morts. Résultat, j'ai fait un bouquin sur le médecin légal, mais des morts, évidemment, je ne pouvais pas parler des vivants. Et en fait, c'est plus facile de parler des morts, parce qu'ils sont morts, justement, que de parler des vivants. Le mort, il est mort, tu ne peux plus le toucher. Il risque pas de souffrir, de se voir dans un livre. Un vivant, c'est différent. Et donc, quand tu vois des vivants, ça se passe comment? C'est pas une otite, c'est pas un rhume. Ils viennent pas pour le plaisir, hein, ça c'est sûr. Ce sont des gens qui ont ramassé des coups et blessures, donc qui sont toujours pratiquement des victimes. Victimes de viol, victimes d'attouchement, victimes de violences sexuelles au sens large, victimes de coups et blessures, victimes d'accidents de roulage, ou des gens qui se prétendent victimes. Il faut vérifier si effectivement c'est bien vrai. Et alors aussi quelques auteurs. C'est-à-dire que quand on a une suspicion de meurtre ou un vrai meurtre, certains, qu'on a l'auteur, on l'examine. On l'examine pour qu'il ne pas nous dire plus tard « Ah oui, mais vous n'avez pas regardé, mais j'avais des coups, parce qu'il y a eu une bagarre, et c'est dans le cadre de cette bagarre que j'ai fini par tuer. » alors que je ne voulais pas le faire exprès, la personne qui était en face de moi. D'accord. Dans le premier récit qui s'intitule Un si beau meurtre, tu expliques qu'une autopsie, ça commence toujours par la face postérieure. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors, on ne fait pas ça partout, objectivement, mais nous on le fait. C'est-à-dire qu'on commence par le dos. Pourquoi? Parce que c'est la partie la plus casse-pied. Et que c'est la partie où on risque de trouver le moins de choses. Et c'est donc la partie qui va être la moins passionnante. C'est la partie que l'on aura tendance, si la partie antérieure dure du temps, à négliger. Et puis, à partir du moment où le corps est ouvert en antérieur, le refermer pour l'ouvrir en postérieur, c'est le risque qu'il se réouvre en antérieur. Donc, on commence toujours, si on le fait, tout le monde ne le fait pas, pour ouvrir le dos. Ouais. Et d'ailleurs, dans cette affaire, tu expliques que tu as réalisé l'autopsie dans des pompes funèbres et pas dans l'institut médico-légal. Pour quelle raison? Ça arrivait avant. Quand on se déplaçait vers le Luxembourg, la province du Luxembourg, c'est quand même assez loin de Liège, il y a 150 km, quelque chose comme ça au maximum, on autopsie là-bas, on autopsie chez les pompes funèbres. Donc on avait, et on a toujours, c'est possible, on peut le faire, on avait des salles d'autopsie un peu partout, avant que les hôpitaux ne se développent. Et aujourd'hui, nos salles d'autopsie sont à l'intérieur des hôpitaux. La mienne est à l'intérieur du CHU de Liège. Et quand il s'agit d'aller dans le Luxembourg, on a un hôpital dans le Luxembourg, l'hôpital de la clinique Saint-Joseph, où on a une salle d'autopsie qui est dédiée. Donc on va de moins en moins chez les pompes funèbres et on fait de moins en moins de médecine légale, comme j'appelais ça à l'époque, je ne suis pas sûr que c'est le bon terme, mais foraine, où on occupait parfois des morgues de cimetières. Donc j'ai déjà fait des autopsies dans des morgues de cimetières. Aujourd'hui, ça, on ne fait plus du tout. En tout cas en Belgique. En France, je ne sais pas. À mon avis, vous ne faites plus non plus. On n'est pas dans les meilleures conditions. Parfois, il n'y a même pas d'apport d'eau, donc on ne peut pas nettoyer correctement le corps. C'était délicat, quoi. Ça fait quelques livres où tu digresses un peu, tu vas parler d'autres histoires et tu vas parler de l'histoire avec un grand H. Oui, je vois qu'il y a Lucès qui a dit. Oui. Regarde depuis tout à l'heure. Tu veux? Non, ça va. Il est trop grand. On a, si vous avez déjà acheté le 4e tome, il y a une superbe fabrication de la couverture qui vous permet de découvrir plusieurs œuvres d'art, dont une partie du plafond de la chapelle Sixtine et le Suaire de Turin. Donc tu en expliques quelques anecdotes à ce sujet. Pourquoi tu as choisi ces
Ces deux choses-là, pourquoi tu as choisi La Chapelle Sixtine et Le Suaire de Turin? En fait, quand j'ai fait le premier bouquin, je pensais que j'en ferais qu'un. Hein, donc j'ai calé dans le premier bouquin toutes les histoires que je raconte à mes étudiants. Alors c'est amusant pour eux parce que quand ils lisent le livre, ils voient les images que je leur passe au cours et vice-versa. Parce que maintenant, ce qui arrive, c'est qu'ils ont lu le livre avant et que c'est au cours qu'ils découvrent les images qui correspondent à ce que je raconte dans le bouquin. Et le premier bouquin, je pensais n'en faire qu'un, donc je l'ai bourré avec un maximum de trucs, ce qui est une erreur. Hein. Aujourd'hui, je le regrette, mais profondément, parce qu'à partir du premier, je pouvais au moins faire 2 livres. Enfin voilà, c'est trop tard, c'est fait. Et puis dans le deuxième bouquin, troisième et quatrième, c'était des histoires, ce sont des histoires qui sont des histoires réelles, en tout cas pour le plan médico-légal. Autour, c'est romancé, parce que les histoires réelles sont parfois tellement crues, tellement abjectes, tellement laides, que je crois qu'il n'y a personne qui a envie de lire ça. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que, en fait, je suis complètement sorti de ta question, moi je me rends compte là maintenant, je sais pas là. La deuxième raison, c'est que quand l'affaire est passée en cour d'assises, tu peux carrément raconter l'affaire avec les vrais noms des gens, la vraie histoire, ce qui s'est réellement passé, etc. Et je le fais pas. Je le fais pas parce que j'ai une certaine retenue par rapport à ça. C'est mon éthique, c'est ma façon à moi de travailler. Je fais comme ça. Ça peut ne pas plaire, mais ça ne te plaît pas, t'as qu'à pas lire. Moi, je m'en fous. Je ne changerai. Ça va pas me faire un deuxième trou de balle, hein, ça c'est clair. Donc, j'ai préféré romancer. Et pour les histoires qui ne sont pas passées au tribunal, je ne peux pas raconter la vraie histoire. Sinon, je viole le secret de l'instruction, le secret de l'information, le secret judiciaire, le secret professionnel, quoi. Je commets une faute. Donc je ne peux pas. Les histoires doivent être transformées. Et alors, j'y arrive. Avant ça, je dois encore dire autre chose. Le deuxième bouquin, ce sont des histoires dont je me suis souvenu spontanément. Le troisième bouquin, ce sont des histoires que je raconte aux étudiants au cours, que je n'avais pas mis dans le premier, et dont je ne me souvenais pas quand j'ai rédigé le deuxième. Pourquoi? Parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, moi. Mais en regardant mes dias, je me suis souvenu de plein d'histoires que j'ai racontées. Et le quatrième bouquin, là, c'est spécial. Je me suis baladé dans des villes de mon pays, de Belgique, quoi. Des villes où j'ai l'habitude d'aller pour des cas médico-légaux, et c'est en promenant dans les rues que je me suis rappelé, ah, là, il y a une prostituée qui a été jetée par la fenêtre, ah, là, il y a une stalactite qui est tombée, ah, là, je m'en souvenais pas. Mais en passant dans les rues, je ne sais pas ça si vous avez... Ça doit être sympa de se balader en ville avec toi. On m'a déjà proposé, c'est pas de blague ça, l'office du tourisme de ma ville, de Liège, m'a déjà proposé de faire une balade médico-légale. Oh, sympa. Ça veut dire aller se promener dans les rues et dire ici, il y a une dame qui est tombée, là il y a un monsieur qui a été tué, là, enfin bref, faire le tour. Donc c'est comme ça que j'ai fait. Et puis, j'ai voulu mettre, parce que, quitte à écrire un livre autant qu'il me plaise aussi, hein, vraiment, j'ai voulu mettre des histoires un peu différentes parce que je trouve que il y a moyen de s'ouvrir à autre chose que simplement la médecine légale. Et montrer que la médecine légale, ça sert aussi à comprendre d'autres histoires. Par exemple, la mort dans mes cas, j'en ai pas encore parlé, ça sera dans le prochain. Je parlais de la guillotine, c'est intéressant de savoir. Et pour les Liégeois, savoir qu'on a guillotiné des gens en Belgique, après la Révolution française, elle est arrivée en Belgique. Donc on a guillotiné des gens, savoir pour les Liégeois l'endroit précis où se trouvait la guillotine, et que la tête du dernier guillotiné, je l'ai en photo ici, hein, elle se trouve au musée de la vie wallonne, elle est momifiée, elle est conservée, elle est visible par tout visiteur du musée de la vie wallonne. Je trouvais ça pas mal. Alors j'ai parlé de la mort du roi Albert Ier, parce que j'ai travaillé sur sa mort. J'ai parlé de la mort du Christ, parce que on dit toujours il est mort en croix, il est mort en croix. Oui, mais ok, mais on meurt pas de 3 clous plantés dans le corps. Il y a autre chose, quoi. Il a dû se passer autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on meurt en croix? J'ai voulu le raconter aussi. Le Suaire de Turin, c'est une de mes passions. Ça me passionne parce qu'il n'y a pas de solution. Enfin, en tout cas, pas maintenant, ça viendra peut-être un jour. Mais il n'y a pas de solution. Personne ne peut dire aujourd'hui, c'est le vrai, j'en suis sûr, et voilà pourquoi. Personne ne peut dire, c'est un faux, j'en suis sûr, et voilà pourquoi. C'est vrai. Ça, j'aime bien. J'aime bien les situations, enfin, pas dans ce cas-ci en tout cas, où la recherche pourra encore apporter quelque chose. Et le plafond de la Chapelle Sixtine, c'est parce que j'avais été tellement surpris de voir qu'il y avait un cerveau au plafond que j'ai voulu le raconter. Voilà. Et dans tous mes bouquins, je fais ça maintenant. Il y a des petits chapitres sur des trucs qui ont strictement rien à voir, mais que j'aime bien. C'est bien, ça permet une ouverture d'esprit. Je t'ai ruiné des tas de questions, moi, je parie. Hein. Non, pas du tout. Ah, ça va. J'ai plus d'une corde à mon arc. Là, je te cite, et on reparle de la mort de Jésus en expliquant que le clou n'a pas été planté dans la paume, mais bien sur le poignet, et il y a un médecin qui l'a démontré d'une façon particulière.
C'est un médecin, le docteur Barbet, qui l'a démontré en crucifiant des cadavres de la morgue de l'hôpital Saint-Joseph à Paris dans les années 50. Tous se sont décrochés de la croix sous le poids du corps. Faites ça aujourd'hui et vous êtes mûrs pour un passage devant le juge. Jusqu'où aller pour la science et la recherche? Alors, il y a deux choses que j'ai voulu faire en Belgique, ça m'a été interdit, donc je n'ai pas fait. La première chose, c'est faire une ferme des morts. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Ça existe en Amérique. Eux, ils n'ont pas la même retenue que nous. Hein. Ils n'ont pas de problème avec ça. Des gens donnent leur corps à la science et on les enterre dans des terres différentes, on les laisse à l'air libre et on regarde comment le corps progresse, comment il putrefie, comment il évolue. Donc les Américains font ça. Il y a notamment une ferme en Floride qui existe, qui est très connue, avec des systèmes de protection. Tout le monde ne peut pas venir, c'est compliqué. Moi, j'ai voulu faire ça, mais ça m'a été refusé. Et puis, j'ai eu aussi le cas d'une dame enfin, son mari, son compagnon, voilà, s'est présenté à la police en disant « Il y a 2 ans, j'ai tué ma femme et je l'ai brûlée dans le jardin. » Et moi, je ne savais pas du tout ce que ça donnait un cadavre brûlé. Je ne savais pas si c'était possible. Et je me suis renseigné auprès des copains légistes, et même en France, et je n'avais pas vraiment de réponse qui me satisfaisait. Donc, je m'étais dit « C'est pas grave, je vais prévoir 3 stères de bois, un accélérateur si je suis incapable de foutre le feu, un cadavre de quelqu'un qui a donné son corps à la science et qui voulait se faire incinérer, comme ça on faisait d'une pierre deux coups, et il fallait un endroit. Et mon université a de vastes prairies qui lui appartiennent, où je pouvais franchement aller foutre le feu, sous protection policière bien entendu. Ça m'a été interdit. Donc aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Ça passe plus. Sur le plan éthique, je peux comprendre hein, d'ailleurs, sur le plan éthique, ça passe pas. Alors, il y a 3 choses qu'il faut bien différencier. Il y a la loi. La loi est applicable à tout le monde. Il y a la déontologie. La déontologie est applicable à une profession. Et puis il y a l'éthique. Et ça, l'éthique, chacun a la sienne. Chacun a sa façon de vivre l'éthique. Et l'éthique, en tout cas, à l'époque, quand j'ai posé la question, l'éthique l'interdisait. Alors que la loi ne l'interdisait pas, que la déontologie ne l'interdisait pas non plus. Et que sur le plan scientifique, c'était même faire avancer la science d'une certaine manière, puisque je n'ai pas trouvé la réponse à ce que je cherchais dans le bouquin scientifique. Et tout à l'heure, on parlait d'intelligence artificielle. Est-ce que tu penses que dans ton métier, l'intelligence artificielle, pour reproduire des schémas tels que celui que tu viens d'expliquer, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait aider, éventuellement? Alors, comme je ne le savais pas, parce que j'ai participé à un congrès sur l'intelligence artificielle dans différents secteurs, et moi je parlais de celui de la médecine égale, comme je ne savais pas à quoi l'intelligence artificielle pourrait servir en médecine égale, eh bien, j'ai demandé à ChatGPT, donc à l'intelligence artificielle, et je lui ai demandé, je suis médecin légiste, comment peux-tu m'aider en médecine égale? Et il m'a fait toute une liste de choses qu'il ne pouvait pas faire, en fait. Autopsier sur rabat, poser un diagnostic différentiel peut nous aider, mais tu sais, quand tu as quelqu'un qui a un coup de couteau en plein cœur, en général, il est rarement mort d'une intoxication au plomb. Hein. Donc, encore que, attention, il faut se méfier. C'est pas parce qu'il a un couteau dans le cœur qu'il en est mort, il faut le chercher. Donc, en diagnostic différentiel, ça ne nous aidait pas beaucoup. Mais là où vraiment il y a une aide claire de l'intelligence artificielle, c'est pour ce que l'on appelle la virtopsie. Virtopsie, c'est pour autopsie virtuelle. Virtuelle, autopsie, virtopsie. C'est autopsie virtuelle, ça veut dire qu'on n'ouvre pas le corps, on le passe dans un scanner et on fait ce qu'on appelle un total body scan. Ça veut dire qu'on fait un scanner complet du corps. Avec cette technique-là, on voit des trucs qu'on ne voit pas à l'autopsie d'ailleurs. D'accord. Ah ouais, ça vaut la peine de le faire. Mais ça ne remplace pas l'autopsie. Par contre, comme ce sont des images, et que l'intelligence artificielle a une banque de données en matière d'images qui est vraiment impressionnante, on a des chances de voir que l'intelligence artificielle voit des choses que nous n'avons pas nécessairement bien repérées, ou pas repérées du tout. Et d'ailleurs, maintenant, aujourd'hui, c'est connu, en matière de recherche de cancer, par exemple, sur des mammographies ou sur les radios du poumon, on sait que l'intelligence artificielle est plus performante que l'être humain. Dans ton livre, tu expliques que quand tu patientes sur une scène de crime, parce qu'en général tu patientes un petit peu, tu attends les équipes scientifiques, tu lis quoi? C'est toujours des bouquins d'histoire, souvent. Enfin, je dis toujours, puis souvent, c'est un peu con ça. C'est très souvent des bouquins d'histoire. Donc, mon petit dernier, c'est un bouquin sur la vie d'Henri IV. L'avant-dernier, c'est un bouquin sur la vie de Michel-Ange. Le précédent, c'était un bouquin sur le procès Pétain, de Philippe Pétain, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, etc. Voilà, c'est des livres d'histoire que je lis le plus. Alors moi, je suis plutôt polar, et cet été, j'ai lu Meurtre cousu main, qui a été écrit par Nadine Mousselet, qui est paru aux éditions IXO. C'est une autrice belge, et qui fait référence à toi dans son ouvrage, je cite.
Donc c'est une flic qui est justement en train d'assister à une autopsie. Je m'appliquais à respirer lentement par le nez et surtout pas par la bouche, comme j'aurais pu être tentée de le faire. Le truc, c'était de saturer les cellules olfactives jusqu'à moins sentir l'odeur. Dixit, un légiste belge. Il y a dans son ouvrage des scènes d'autopsie très très explicites, âme sensible s'abstenir, mais si vous aimez ça, foncez. Est-ce qu'elle a fait appel à toi pendant son processus d'écriture? Non, pas du tout. Non. Mais je l'ai eu au téléphone. C'était en direct dans une émission radio. Elle passait à la radio et la radio m'avait prévenu qu'il voulait lui faire une surprise et me l'a passé au téléphone. C'est ce qu'on a fait. Donc c'était en direct radio. C'était très 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 sympa. Elle est chouette. Elle est incroyable. On a l'impression qu'elle écrit du roman à la Agatha Christie, mais pas du tout. Non, non. En fait, j'ai encore rien lu d'elle. Mais puisqu'elle a lu des trucs, moi je vais lire un truc à elle. Ben voilà. Et je vais te dire. Mais elle raconte, elle a raison, hein, et c'est comme ça que ça marche. Les odeurs en autopsie, c'est quelque chose de. Bon, tous les cadavres ne sentent pas la rose. Hein. Et dès qu'on ouvre un corps, ça ne sent pas la rose, croyez-moi. Vous n'avez pas envie de sentir. Et quand ils sont putréfiés en plus, alors là, bon, là, il n'y a personne qui a envie d'être là, objectivement. Les putréfiés et les cadavres qu'on sort de l'eau, donc les noyés, c'est pareil, ça pue. Alors, comme je me plaignais de ça au tout début de ma carrière, mon patron m'avait mis en dessous du nez de la pommade, du Vicks, tu vois. Alors, vous voyez le Vicks? On met ça sur le... pour permettre de mieux respirer. Je ne suis pas sûr que ça marche, mais bon, voilà. En tout cas, ça ouvre bien le nez. Résultat, mon nez était mais complètement dégagé. Et alors, comme je me rase depuis quand même quelques années maintenant, le Vicks, ça brûle. Donc je l'ai effacé tant que je pouvais, je l'ai enlevé tant que je pouvais, et à ce moment-là, j'avais le nez qui était bien dégagé, et j'avais une odeur de mélange d'eucalyptus et d'odeur de putréfaction. Ben, c'est fini, je n'ai plus jamais rien fait. Hein. Ce qu'il faut faire, c'est tu te mets dans l'ambiance, tu ne bouges plus, tu laisses ton nez s'habituer aux odeurs, c'est vraiment ça. Tu satures tes récepteurs et tu ne sens plus que les variations. Par contre, c'est une odeur qui est vraiment désagréable, mais vraiment, elle est très forte. Donc non seulement tu l'as bien dans le nez, mais aussi tu la goûtes. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas respirer par la bouche quand on est en autopsie, parce qu'on a vraiment bien le goût, et il met un temps fou à disparaître de la bouche. Résultat, il y a des trucs que je ne sais plus manger. Les viandes maturées, vous voyez? Vous penserez à moi quand vous en mangez. Hein. Ça a quand même un petit goût de cadavre, ces machins-là. Toutes les viandes piquent faisandées. Quand c'est faisandé, ça veut dire que ça a putréfié. Ça va? Eh bien, je ne sais plus bouffer. C'est terminé, c'est fini. J'ai l'impression de manger de mes cadavres. Tu vas me dire, tu n'en as jamais mangé. Non. Non, effectivement. Ça nous rassure. J'en ai jamais mangé. Mais l'odeur, le goût, tu les aimes bien. Ouais. Bon appétit. On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, mais je voudrais quand même revenir dessus parce qu'à mon sens, c'est important. Dans ton métier, tu vis avec des choses, tu vois des choses que nous, le commun des mortels, si on ne fait pas partie du corps médical, on ne peut pas entendre. Et j'ai une sœur qui est infirmière et elle ne me raconte pas tout. Je pense que les personnes dans le corps médical, et s'il y en a ici, je pense qu'elles seront d'accord avec moi, sont obligées de filtrer pour que nous, on puisse entendre certaines choses et nous préserver d'autres. Est-ce que tu confirmes bien cela aussi? Oui, ouais. C'est ce que je dis. Toutes les histoires ne sont pas audibles. Même celles qui sont passées en cour d'assises ne sont pas audibles. Et donc, on est obligé, pour les raconter, pour que ça puisse quand même passer, de romancer. Et de toute façon, ne fût-ce que pour une raison de respect du secret professionnel, il faut le faire. Il y a une dame qui me dit un jour, j'étais en une séance un peu comme aujourd'hui, et la dame me dit, vous m'avez sauvé la vie. Je lui dis, ouais, à mon avis, vous confondez, hein, parce que moi, ça m'étonnerait que ce jour sauver la vie de quelqu'un. Elle dit, si, vous avez démontré que je n'avais pas tué mon mari, et qu'il était mort de façon naturelle, et que le coup qu'il a sur le crâne, c'est pas ça qui l'a tué, c'était en tombant contre le radiateur, et non pas un coup que moi je lui avais porté, qui l'aurait tué. Je dis, allez, écoutez, je ne l'ai pas fait exprès. Pour le même prix, votre mari mourrait d'un trauma crânien, et c'est vous qui étiez emmerdé. Elle dit, oui, mais moi, vous m'avez sauvé la vie. Et d'ailleurs, je vous autorise à raconter mon histoire. Elle est là. Elle est là, elle est en page 111, si je ne m'abuse, du bouquin. Et elle me dit, écoutez, je vous autorise, elle me dit ça en public, hein, je vous autorise à raconter ma vraie histoire en mettant mon vrai nom, etc. Et voilà. Elle a accepté que je raconte son histoire. Elle a accepté que je raconte la vraie histoire avec son vrai nom. Mais je le fais jamais. Estelle, c'est pas Estelle, hein.
Estelle et Hervé, c'est les gens chez qui j'ai écrit le bouquin. C'est des responsables de gîte. Estelle porte en réalité un autre prénom, tout comme Hervé. J'ai romancé leur histoire pour limiter les possibilités qu'un tiers étranger à l'affaire les reconnaisse. Estelle vit heureuse et, évidemment, c'est tout le malheur qu'on lui souhaite pour longtemps encore. Elle était à côté... Donc je raconte jamais les vraies histoires, c'est ça que je veux dire. Elle était à côté d'un mec, c'était son nouveau compagnon. Je me suis tourné vers le gars, je lui ai dit, faites quand même attention au radiateur, on ne sait jamais. Ils sont partis d'un fou rire, donc je ne raconte pas, je ne mets pas les vrais noms, je mets les noms de mes copains. J'ai un copain, il est mort 3 fois dans mes livres. Je l'aimais bien celui-là. Ouais, j'aime bien. Non, c'est un de mes meilleurs amis, mais il est mort 3 fois dans mes bouquins. Donc, je raconte aussi des morceaux de vie, ces morceaux de vie de mes vrais amis qui s'y retrouvent. Tu vois ? Voilà, j'ai décidé de faire comme ça, c'est mon éthique à moi. Je respecte ainsi le secret passionné. Je raconte une histoire pour qu'elle soit digérable par celui qui la lit, mais le fond médico-légal est vrai. Les discussions avec la police sont totalement vraies, presque au mot. Les passages en cour d'assises, devant un tribunal, tout ça c'est vrai. Les reconstitutions, c'est vrai. Mais voilà, on est obligé de romancer. J'ai encore 2 petites questions avant de passer à la séance fatidique des dédicaces. Est-ce que tu connais les Darwin Awards ? Et quoi ? Les Darwin Awards. Je pense qu'il y a des gens qui connaissent ici. C'est quoi ? C'est des prix décernés aux morts les plus stupides. Ah ! Donc il y a notamment au Pays de Galles en 2016 une personne qui est morte étouffée après avoir parié qu'elle pouvait avaler un cheeseburger en une bouchée. Voilà, il faut le faire. Du coup, j'ai une question pour toi. La tienne, c'est laquelle ? J'en ai pas. Et il y en a une qui est très stupide, mais j'ai promis à la famille de ne jamais la raconter. Ah, donc non. Et je tiens toujours promesse. Donc je la raconte plus. Pour indication, elle est dans le premier bouquin. Mais sinon, j'ai des morts rigolotes, mais totalement stupides, j'en ai pas. J'ai des morts rigolotes. Si, j'en ai un. Celui qui s'est enfoncé une boule à neige dans l'anus, ça c'est vraiment crétin, quoi. C'est pas très intelligent. J'en ai eu 2 comme ça. Un qui a survécu et un qui est mort. Et dernièrement, je me suis fait emmerder par un youtubeur là. En fait, il m'a pas vraiment emmerdé, il m'a aidé ce gars-là. Il faudra un jour que je le vois. Mais j'ai dernièrement été en séance dédicace dans un pays étranger, je ne vous dirai pas où. Étranger à la Belgique, donc ça pourrait être en France. Hein. Et là, il y a un gars qui est venu me trouver, il m'a dit, moi je travaille dans l'Institut de médecine légale, il a sorti son portable. Il m'a dit, vous êtes une boule à neige, nous regardez ce qu'on a trouvé. Dans l'anus de la personne, 45 briquets. Vous voyez des briquets ? 45 briquets. Une des morts les plus connes que j'ai, je ne l'ai pas encore raconté dans mon bouquin, je n'ai pas osé la raconter. C'est 2 personnes qui jouent avec leur anus. Bon, chacun joue avec ce qu'il veut. Hein. Et ils ont une souris. Et ils décident de la pousser dans l'anus de l'un d'entre eux. Qu'est-ce qu'elle a fait, la souris, vous croyez ? Elle a tout bouffé, hein ? Elle a creusé une galerie pour essayer de sortir. Allez-y pour rattraper la souris une fois qu'elle est dedans. Hein. Le type est mort de ça. Je ne l'ai pas encore raconté, celle-là. Et je ne comptais pas la mettre dans un bouquin. Mais maintenant que tu m'en parles, je pense. On va appeler Brigitte Bardot. Est-ce qu'il y a un sujet que je n'ai pas évoqué que tu souhaiterais aborder ? Non. Cette histoire-ci, ce qui m'arrive là, c'est agréable. Hein. C'est pas désagréable du tout. Vous êtes super sympa en général. En général. Hein. J'ai encore eu personne qui m'insultait, donc c'est déjà un bon début. En plus, si vous ne m'aimez pas, vous n'êtes pas obligé de venir me voir. Vous n'êtes pas obligé de regarder des vidéos, etc. Mais ce qui arrive là est vraiment très spécial. Et moi, je commence à fatiguer par rapport à ça. C'est-à-dire que j'ai lâché ça un jour, mais j'étais sur un plateau télé. C'est une télé locale, c'est celle de Liège, quoi. Vous connaissez Liège ? Maintenant, tout le monde connaît Liège, ça fait longtemps. Donc, c'est la télé locale de Liège, c'est tous ses copains, forcément, depuis le temps. Et je dis, écoute, moi, je dis, on se vous voit, à l'antenne, on se voit. Je dis à Nathalie, je lui dis, écoutez, moi, j'en ai marre, en 2026, je vais arrêter ce tourbillon médiatique. Résultat, c'est paru, mais dans toute la presse belge, enfin, belge wallonne, Boxo arrête. Mais non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que j'arrêtais le tourbillon médiatique parce que j'aimerais pouvoir reposer mes 2 pieds par terre, ressentir vraiment ma vie d'avant, la revivre un peu quand même. Et c'est la raison pour laquelle je vais faire une pause pendant 1 an. Je ne vais pas écrire de bouquin. Il y a une BD qui va sortir, mais
soyez rassurés, c'est pas moi qui dessine. Je dessine super mal. Mais voilà, pendant un an, je vais me poser. J'écrirai peut-être, non, j'écrirai, c'est sûr, un bouquin en 2027. Mais je vais retrouver un peu de calme et de sérénité dans ma vie parce que c'est vraiment un tourbillon médiatique. C'est quelque chose de complètement affolant. Mon attachée de presse, je sais pas où elle est, Sophie Dumont, elle a un boulot d'enfer avec moi, elle le fait super bien en plus. Mais ce qu'elle dit le plus souvent, c'est non. Non, 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 non. Parce qu'on me veut partout. Et moi, j'en ai marre de voir ma gueule partout. Alors je me dis que si moi j'en ai marre, les gens vont en avoir marre aussi. Et avant que tout le monde en ait marre, eh ben, on va arrêter cette folie, cette boxomania complètement folle. On va calmer le jeu. Voilà. Et bien d'autant plus, on te remercie d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir fait le déplacement. Merci à toutes et tous aussi d'avoir été là avec nous ce soir. On va passer à la séance de dédicace, donc je vais vous expliquer comment ça se déroule, ça va très bien se passer. On va commencer par les gens assis, rangée par rangée, comme ça vous restez assis, et ensuite on passera aux gens debout, et on va faire un petit passage. Il faudra qu'on puisse libérer l'espace de signature. Voilà, je vois un pouce levé. Les gens vont s'en occuper. Merci encore à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Merci à vous. Merci.